Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Samuel Valency. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes auteur, metteur en scène, fondateur de la compagnie théâtrale La Poursuite du Bleu et responsable culture de ce plan de transformation de l'économie française au sein du Shift Project. Je voudrais commencer par on va prendre un exemple très concret, celui de votre compagnie, La Poursuite du Bleu, qui s'engage en termes de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Comment ? Ça passe par quoi ? De plein de manières. La première, pour moi, c'est l'engagement sur la formation. On forme beaucoup de jeunes chaque année sur les enjeux d'énergie et de climat dans la culture. On forme à peu près 400 jeunes, donc c'est dans des écoles comme l'ICAR, bientôt à Dauphine, bientôt à Sciences Po aussi. J'ai donné beaucoup de cours à HEC pendant plusieurs années. Donc en fait, on va dans des masters qui forment les futurs managers de la culture et qui leur disent voilà les chocs à venir, voilà ce qu'il faut connaître, que vous puissiez faire vos choix en âme et conscience. Et après, il y a toute une partie qui est beaucoup plus, incluse dans les spectacles. Ouais. Et là, c'est un énorme travail de production. Donc, typiquement, on a fait des choix qui nous coûtent pas grand-chose et qui sont vraiment juste des décisions qu'on peut quasiment prendre du jour au lendemain, comme végétaliser l'alimentation sur les répétitions et les tournées. Ça divise par 10 notre empreinte carbone qui est liée à l'alimentation. De l'autre côté, on fait de l'éco-conception des décors. C'est-à-dire qu'on se prend très longuement la tête avec ma scénographe pour se dire, quand on commence un projet, comment est-ce qu'on fait pour que notre scénographie, elle puisse tourner dans le plus petit véhicule utilitaire possible, avec le moins de matériel possible. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas acheter de neuf ? Comment est-ce qu'on fait pour réutiliser éventuellement des éléments de décor ? On va dans des matériothèques, dans des ressourceries, on retrouve tout. Là, sur Coupure, la dernière création, concrètement, il n'y a pas d'achat de neuf, que ce soit sur les costumes, sur les décors, les accessoires. En tout, on a acheté 6 tabourets. Voilà, le reste, c'est que de l'occasion. Si j'exagère, j'ai oublié une veste à paillettes quand même dans cette histoire. Et puis après, on a des dispositifs un peu autour des spectacles. Donc là, autour du dernier spectacle, on a créé une monnaie locale. Donc les gens qui viennent voir le spectacle, ils peuvent aller dépenser leur billet de spectacle, comme si ça valait de l'argent chez des commerçants qui vendent du bio, du local, du vrac sur Paris. Donc voilà, on fait beaucoup de choses autour de ça, et c'est parce que la compagnie est très engagée que le Shift a remarqué ce travail-là et m'avait proposé de venir filer un coup de pouce. Est-ce qu'on va expliquer ce que le Shift Project évidemment propose, tout ce travail, quelles sont les étapes de ce plan de transformation de l'économie, mais je reste sur le levier de la culture ou le soft power, comme disent les Américains. Est-ce que vous faites aussi passer des messages via vos créations ? Je ne sais pas quel est le thème de Coupure, je n'ai pas eu la chance de le voir, mais est-ce que c'est aussi un levier pour vous ? Bien sûr, l'histoire de Coupure, c'est un maire écolo qui a déployé la 5G partout dans la commune et personne ne comprend pourquoi. Donc les citoyens lui demandent. Donc c'est une pièce sur la démocratie, mais aussi sur les enjeux écologiques. Et les 2 spectacles d'avant étaient sur des thématiques sociales, sociétales, environnementales. Donc oui, clairement, je travaille avec un propos de fond. Par contre, ce que je crois très sincèrement, c'est que c'est difficile, d'un côté, de défendre ces pièces-là, et de l'autre, de continuer à produire exactement comme avant. Je crois qu'il faut une histoire cohérente. Faut être cohérent, oui. Voilà, et que je trouve très dur, par exemple, de voir des groupes de musique actuels qui prennent des engagements forts et demandent à leur public plein d'efforts, mais continuent à tourner avec 10, 15, 20 semi-remorques sur les routes. Je pense qu'il y a une incohérence. Et je pense que si on veut pouvoir porter des récits forts, il faut être droit dans ses bottes et pouvoir être un peu cohérent dans les actions qu'on mène. Quand vous expliquez votre démarche, est-ce qu'elle est encore pionnière ? Est-ce qu'il y a encore pas mal de vos collègues, alors soit qui ont des compagnies théâtrales, soit qui sont à la tête de festivals, qui comprennent pas bien ou qui se disent non, surtout cet été. Cet été, ça a été un été compliqué pour les festivals, difficulté de trouver des intermittents, parfois du matériel. T'es bien gentil avec tes enjeux environnementaux, c'est pas le moment, quoi. Il y a de tout, c'est-à-dire que quand même depuis 2 ans, les mentalités ont beaucoup évolué. La crise sanitaire et le rapport pour certains ont fait quand même pas mal bouger les choses. Je pense qu'on peut le dire. Et puis de l'autre côté, il y a aussi juste une prise de conscience qu'en fait, il y a des limites qui arrivent. C'est des limites pétrolières, c'est des limites en eau, c'est des limites en ressources parfois juste alimentaires. Et qu'en fait, on ne peut pas totalement dépendre du même modèle qu'avant, que du coup, c'est une nécessité d'évoluer. Donc il y a des gens pour qui c'est encore un peu lointain. C'est sûr que si vous allez aujourd'hui sur le Hellfest, vous n'allez pas forcément trouver beaucoup des propositions qu'on a données dans le rapport. Par contre, il y a beaucoup de festivals, dont par exemple le Circus Festival de Noé Toraval, dont par exemple We Love Green, même si c'est à une échelle plus importante, qui ont proposé beaucoup de choses. Il y a des compagnies qui font des choses remarquables comme la compagnie de Jérôme Bell. Enfin bref, on peut dire qu'il se passe quelque chose et que maintenant, ça y est,
on est invité à présenter ce rapport au sein des ministères, des DRAC, etc. Alors justement, ce rapport dans du Shift Project, plan de transformation de l'économie française, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi si vous deviez faire ressortir une proposition phare, c'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions, mais ce serait quoi? Ou peut-être le principe général? Le principe général, déjà le travail du Shift, en fait, qui cherche à éclairer et à influencer le débat sur l'énergie et le climat. Le but du travail... Avec une démarche scientifique, ça démarre toujours par un constat scientifique. C'est ça, c'est déjà de transformer en fait tous nos métiers en masse physique, en flux physique. Essayer de comprendre, en fait, on regarde un festival, ok, mais c'est quoi un festival? C'est des gens qui viennent, comment ils viennent? C'est des gens qui s'alimentent sur place, c'est des gens qui travaillent, c'est des interactions avec l'hôtellerie, avec le tourisme, avec le numérique. Bref, on essaie de transformer ces métiers-là en flux physique. Et de là, on est capable de dresser, on va dire, des estimations de bilan carbone. Et une fois qu'on a ça, mais une fois qu'on a posé le problème, c'est quand même plus facile de le résoudre après l'avoir bien posé. Donc on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si ce festival voulait respecter les accords de Paris? Et on va à des mesures qui sont, on va dire, les plus indolores. Ça, on a vraiment proposé une typologie qui va des mesures les plus indolores aux mesures qui sont les plus organisationnelles. Relativement indolore, je change l'alimentation, beaucoup plus complexe. Je dois réduire la jauge de mon festival parce que je sais que dans 10, 15, 20 ans, sachant qu'à partir de 2030, la production mondiale de pétrole va se contracter et qu'a priori, on n'aura pas les ressources pour faire 300 000 personnes au milieu de nulle part dans un endroit qui n'est pas desservi par les transports en commun. Ok, comment je fais pour réduire ma jauge ou m'organiser différemment? Là, c'est beaucoup plus structurant. Oui, parce que le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre sont les déplacements des spectateurs. Très souvent, c'est souvent ça, les déplacements des spectateurs, mais aussi des artistes. Parce que quand on prend des grands festivals, que ce soit Avignon auquel je participe, ou que ce soit par exemple les Vieilles Charrues, en fait, vous avez derrière beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de semi-remorques sur les routes, beaucoup de tonnes déplacées, et tout ça, à la fin, ça fait beaucoup d'émissions de CO2. Mais ça fait aussi, et surtout, je le redis, une grosse dépendance à une énergie fossile qui se raréfie. Et si on n'anticipe pas la raréfaction, on va raréfier des métiers en face. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas encore un argument marketing pour un festival? Ou est-ce que ça commence à l'être? Parce que pour une entreprise, ici on en reçoit beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire basculer leur modèle économique. Il y a plein de raisons. Il peut y avoir l'engagement évidemment des salariés, des cadres, du patron, de la patronne, mais il y a aussi les difficultés de recruter, convaincre les clients, convaincre maintenant les financiers. Enfin bref, on connaît tous ce faisceau d'indices. Est-ce que l'argument d'une sorte de label éco-responsable pour un festival, c'est un argument marketing? De plus en plus, sachant également qu'il y a quand même une vraie question qui est posée maintenant par directement le ministre de la Culture, qui en gros, la ministre de la Culture a quand même porté là récemment, donc c'était sous Roselyne Bachelot, elle a porté récemment une charte des festivals qui soulève les problématiques écologiques. Cela dit, moi j'ai une interrogation sur le terme même de marketing, parce que si la logique c'est de vendre plus, a priori, ça ne va pas fonctionner avec la proposition de sobriété qu'on porte. Mais après, il y a l'équilibre économique. Ça veut dire quoi? Il faut parfois réinventer le modèle d'un festival pour qu'il garde un équilibre économique avec moins de spectateurs, c'est ça? Notamment, on parlait tout à l'heure des grands festivals. Les grands festivals sont rentrés, je reprends les termes d'un tourneur qu'on a interrogé, dans une forme de course à l'armement, où en fait, il faut toujours des phénomènes un peu plus spectaculaires, donc des artistes plus reconnus. Les jauges grandissent, on espère toujours réussir à faire grandir la jauge. Du coup, on va chercher des spectateurs de plus en plus loin, des artistes qui sont capables de remplir des jauges de plus en plus grandes, qui ont des demandes de cachet et des demandes techniques de plus en plus démesurées, à tel point par exemple que DJ Snake n'a pas réussi à rentrer au Francofolie il y a quelques années. Et en fait, derrière, il y a une économie qui est de plus en plus à risque aussi, parce que du coup, c'est des cachets beaucoup plus importants, c'est des demandes beaucoup plus lourdes. Donc en fait, parfois, ce qu'il faut réussir à faire, c'est faire dégonfler le budget sans pour autant faire dégonfler l'équilibre du festival, tout en gardant un équilibre économique. Par exemple, au Circus Festival, l'objectif, c'est entre 2000 et 3000 spectateurs. C'est tout à fait cohérent avec la jauge, et en réfléchissant comme ça, avec le territoire, je veux dire, en réfléchissant comme ça, on peut faire venir des artistes uniquement en train. On n'est pas obligé d'être dépendant que de grosses têtes d'affiche internationales. Est-ce qu'il y a un label? Vous parliez de la charte éditée par le ministère. Est-ce qu'il y a un label? Il y a des normes. Il y a la norme ISO 20121, mais elle est discutable en fait aujourd'hui, parce que c'est surtout des normes managériales. Aujourd'hui, il n'y a pas de label qui valoriserait particulièrement les festivals, si ce n'est peut-être A Greener Festival, qui est un label qui implique un suivi. Donc ça, c'est intéressant. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a besoin de labels d'un côté,
peut-être de politiques publiques un peu plus fortes sur la formation, parce que quand bien même, si demain on demandait à tous les festivals de suivre une forme de labellisation, il faudrait que les gens soient formés à comprendre pourquoi on leur demande de le faire. Il faudrait que les pouvoirs publics en face, qui soutiennent ou ne soutiennent pas, comprennent les décisions qui sont prises. Donc il y a un enjeu de former des formateurs et aussi de former les pouvoirs publics à suivre l'action qui sera prise. Et puis il y a évidemment ce rapport du Shift Project dont vous venez de nous parler. Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter cette évolution, on va dire, souhaitable du secteur de la culture. On passe à Smart Ideas tout de suite, la relocalisation industrielle au programme.